plus grands physiologistes concernant l'hémodynamique dans le monde, qui vient de l'université de Pittsburgh, aux États-Unis, Michael. Merci. Thank you very much. N'hésitez pas à la fin de la présentation à poser vos questions en français, que d'ailleurs Michael Oui, c'est pas peut grave, comprendre. but I don't speak very well. Oui, je ne parle pas très bien français, mais je comprends le français si vous me posez des questions en français. Ici, vous voyez le titre DRHC. En fait, c'est d'une distinction que j'ai reçue de la part de la Sorbonne, docteur honoris causa. Je suis très reconnaissant d'ailleurs à la Sorbonne et en général à toutes les universités européennes pour la coopération avec laquelle nous avons travaillé. Bien, en termes de conflit d'intérêts, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêts important. Vous voyez ma famille devant le Louvre. En fait, ce sont des conflits d'intérêts qui sont peu importants. Je suis consultant pour un certain nombre d'entreprises qui sont énumérées ici et je reçois également des financements pour faire des recherches et c'est là probablement mon principal conflit d'intérêts. Bon. Alors, en introduction, le choc circulatoire, c'est un état clinique qui est caractérisé par une mauvaise perfusion tissulaire. Dans le sepsis, en général, on considère le sepsis et les autres formes de choc de la même façon. Mais je vous montrerai à la fin de ma présentation que c'est quelque peu différent. En effet, lorsqu'on regarde les paramètres macrocirculatoires pour voir si la perfusion est appropriée, pour voir s'il y a une autonomie au niveau cardiovasculaire, eh bien, d'abord, il faut regarder la pression de perfusion. S'il n'y a pas de pression de perfusion, cela peut vouloir dire qu'il n'y a pas de perfusion. Donc, le point essentiel, c'est de savoir en tout premier lieu quelle est la pression de perfusion. Pression de perfusion par rapport à pression de sortie, etc. Par exemple, si vous avez dans le cerveau une pression intracrânienne qui est élevée, il faut que vous ayez une pression différente qui soit plus faible. Bon, tout cela, c'est évident. Maintenant, il y a le débit cardiaque qui est important, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. Les réserves d'oxygène, c'est ce dont je vais beaucoup parler, SVO2 et SCVO2. Et puis, il y a également la fonction métabolique. L'acidose métabolique, le CO2 veineux artériel, etc. Et enfin, la fonction de l'organe cible. Alors, pour commencer, regardons la saturation du sang veineux en oxygène. Alors, vous vous souvenez que, en fait, l'objectif primaire, c'est de corriger l'hypotension artérielle. Donc, il faut ajouter des liquides par intraveineuse, mais vous voulez aussi optimiser le transport d'oxygène. Le sang veineux mêlé, en fait, est égal à la somme de tous les tissus dans l'organisme. Et c'est donc la différence entre la saturation du sang veineux et la saturation du sang veineux mêleux qui est importante. Vous pouvez avoir de l'anémie. Et si vous avez, par exemple, même si vous faites de l'exercice, eh bien, à ce moment-là, votre saturation va baisser. Il n'y a pas d'autre moyen de mesurer cette saturation au chevet du patient qu'en utilisant un cathéter artériel pulmonaire. Mais il semblerait que ce soit de moins en moins utilisé parce que de plus en plus, on mesure la saturation du sang veineux central. Parce que il est clair que, en fait, les saturations périphériques varient considérablement. Dans le cas de choc ou d'accident, vous pouvez prendre, par exemple, des prélèvements de sang sur le bras ou sur l'extrémité des doigts. Eh bien, en fait, les choses seront différentes. Donc, chaque tissu est très hétérogène, en fait, en matière de débit. Si vous regardez tous les différents organes de l'organisme, chaque organe, en fait, extrait de l'oxygène à un rythme différent. Le cœur, vous le savez, c'est celui qui extrait le maximum d'oxygène à tout moment. Donc, vous avez une saturation de 35 à 50% environ. Donc, pour que le cœur augmente encore sa consommation d'oxygène, il faut qu'il augmente aussi le débit coronaire. Et c'est comme cela que l'on voit
des problèmes lorsqu'il y a un syndrome coronaire aigu. Même chose au niveau cérébral. Lorsque vous y réfléchissez, eh bien, il y a bien sûr, si vous augmentez la consommation d'oxygène, vous allez augmenter le débit sanguin cérébral. Même chose au niveau du foie, splanchnique. Pour le rein, vous avez une saturation de 92%. Alors, pourquoi est-il important de se concentrer sur le sang veineux mêlé? Parce que si, par exemple, le débit cardiaque baisse, ce qui fait que le transport d'oxygène baisse, eh bien, vous allez avoir une extraction d'oxygène qui va augmenter avec cette baisse du débit. Et donc, cela va entraîner une baisse immédiate dans la saturation du sang veineux central. Donc, c'est là un marqueur très important pour voir la baisse du débit et une augmentation du stress. Alors, maintenant, est-ce que cela reflète le bien-être tissulaire? Eh bien, il faut partir de l'hypothèse que tous les tissus métaboliquement actifs sont perfusés, sont donc capables de consommer de l'oxygène par l'oxphose. Alors, dans certaines conditions, il peut y avoir des problèmes. Si, par exemple, si le taux métabolique baisse par rapport au transport d'oxygène, eh bien, à ce moment-là, vous risquez de voir un CVO2 plus élevé. Donc, et cela peut être dû à un dysfonctionnement mitochondrial. Vous pouvez aussi avoir un organe totalement ischémique, par exemple, lorsque vous avez une occlusion intestinale. Donc, à ce moment-là, vous ne verrez pas de baisse de la saturation de la SVO2. Alors, c'est un modèle qui a été décrit ici. Si vous regardez les capillaires qui descendent dans les tubes de tissu, vous voyez que le PO2 est d'environ 80. Et ensuite, il descend. L'oxygène se diffuse dans tous les tissus et comme vous pouvez le voir, par rapport au débit métabolique et au débit sanguin, les zones du tissulaire qui sont tout à fait aux extrémités des capillaires sont justement les plus susceptibles de d'ischémie. Et donc, si vous allez avoir un débit sanguin qui n'est pas approprié pour répondre aux besoins métaboliques, vous n'allez pas avoir une ischémie globale des tissus, mais une ischémie ponctuelle des tissus, à certains endroits seulement, et ensuite, elle deviendra de plus en plus importante. Donc, mesurer la saturation en oxygène permettra de voir qu'il y a ischémie parce que vous avez besoin, en fait, de fonctions anaérobiques importantes avant de voir une baisse des niveaux de lactate. Alors, ça, c'est quelque chose qui est mesuré, par exemple, chez l'animal. Ici, la vessie. Et je veux juste vous montrer surtout la courbe bleue. Vous voyez cette courbe rouge aussi. Là, il s'agit d'un examen sur le porc. Donc, cette courbe est descendue à 40. Ensuite, on a attendu pendant 2 heures et on a procédé à une réanimation. Donc là, on voit qu'il y a un NAD non oxydisé. Et vous voyez donc un niveau très très bas. Lorsqu'il y a une perfusion qui n'est pas adéquate, eh bien, ce qui n'est pas oxydisé ou tout ce qui est ischémique, les mitochondries ischémiques à ce moment-là augmentent et cela peut entraîner un anabolisme et donc un choc. Et lorsque le flux revient, lorsque vous avez les niveaux d'NADH qui baissent, eh bien vous avez de nouveau oxygénation. C'est là, si vous voulez, la logique de l'utilisation de cette saturation du sang veineux mêlé pour bien pouvoir suivre le débit sanguin. Et sur la base de tout cela, il y a un certain nombre d'années, Vincent et moi-même avons proposé différentes façons de suivre les processus de réanimation. Quand vous avez une personne en état de choc, eh bien, vous avez les mesures de la tension artérielle et ensuite, il est important de mesurer justement leur saturation en sang veineux mêleux. Si c'est normal, tout va bien. S'il est faible, si cette saturation est faible, eh bien, alors à ce moment-là,
il faut faire un traitement à oxygène et s'il est élevé, il faut regarder le débit cardiaque. Si le débit cardiaque est élevé lui-même, quelle est la capacité de transport de l'oxygène du sang? Si l'hémoglobine est élevée, si vous voyez qu'il y a une augmentation de la consommation d'oxygène, parce que ça veut dire que le débit cardiaque, l'hémoglobine et la saturation en O2 sont tous très élevés au niveau artériel. Donc, cela peut être dû, par exemple, à une certaine agitation de la part du patient. Il faut lui assurer une sédation. Si, en revanche, les niveaux sont faibles, alors on a une indication physiologique selon laquelle il faut donner du sang. Donc, il s'agit donc d'une transfusion. Et ensuite, si le débit cardiaque est faible, alors je vais regarder quelle est la pression artérielle d'occlusion. Parce que si elle est élevée, à ce moment-là, je vais donner, et si je vais donner administrer des liquides, alors on risque un œdème. Donc à ce moment-là, il faut être très prudent. Donc nous n'utilisons plus la saturation SVO2, nous utilisons plus la SCVO2. Et je voulais vous montrer en fait cette courbe. Vous avez la ligne continue qui est donc le sang veineux mêlé. Et là, vous voyez dans cet exemple que la SVO2 est plus importante que la SVO2 d'environ 5 millimètres. Et ensuite, elle a été équivalente et ensuite, elle a baissé. Donc, vous pouvez avoir sur une même personne des différences de 50% entre la SVO2 et la SCVO2. Et en fait, si vous y réfléchissez, c'est tout à fait logique parce que le sang, en fait, qui arrive au cœur, n'est pas mêlé. Et ensuite, selon où vous vous trouvez physiologiquement dans la partie, par exemple, de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure, eh bien, vous aurez du sang qui sera amené de différentes façons. Si, par exemple, la SVO2 de 72, et puis, si je vais prendre du sang à un niveau plus élevé, j'aurai aussi 72%. Mais si je vais plus bas, eh bien, j'aurai un niveau plus élevé parce que j'aurai plus de débit sanguin rénal. Et puis, ça peut être encore différent au niveau du sinus coronaire. Donc, tout cela pour dire que la SCVO2 n'est pas en fait une relation tout à fait simple avec le sang veineux central. D'après les algorithmes, la seule fois où vous pouvez utiliser la SCVO2 pour mesurer l'état de la circulation, c'est quand elle baisse, parce que quand elle est élevée, cela ne vous donne rien, aucune indication. Ça peut toujours être une erreur. Donc, ce groupe ici a montré que, d'une façon générale, la SVO2 est 2 à 3% supérieure à la SCVO2. Mais la marge d'erreur est de à peu près 10%, plus ou moins 10%. Si vous essayez d'évaluer l'autonomie circulatoire uniquement sur la base de chiffres bas, lorsqu'elle est élevée, cela ne vous dit rien. Ça ne donne aucune indication particulière. Maintenant, le transport d'oxygène. Extraction d'oxygène. L'extraction d'oxygène va en général être assez élevée. Mais si, par exemple, j'ai un dysfonctionnement mitochondrial ou si j'ai une mauvaise diffusion du débit sanguin, le débit sanguin n'est pas proportionnel à la demande métabolique des tissus, comme c'est le cas dans le sepsis, eh bien alors, on va avoir une extraction d'oxygène qui va être moins importante pour le même montant de débit. Et si on ne peut pas absorber cette même quantité d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer avec la SCVO2? Eh bien, elle va augmenter. Donc, l'une des façons d'étudier tout cela, comme Benoît Vallée l'a suggéré, et comme nous l'avons suggéré dans notre groupe, c'est de regarder justement le taux d'extraction du lactate et l'écart justement entre la SCVO2 et le CVA-CO2. Le ratio ne sera élevé que si vous avez un faible débit sanguin ou de l'anémie. Dans un choc de type distributif, là où les mitochondries ne fonctionnent plus, eh bien, le taux sera faible et le SCVO2 sera élevé. Comment différencier les deux? En fait, reprendre le gradient.
Si, par exemple, j'ai un bon métabolisme, si le débit est faible, si à ce moment-là, la SCVO2 va augmenter et le différentiel va augmenter aussi. En cas d'anémie, en revanche, je vais avoir un débit cardiaque très élevé et donc même si ma SCVO2 est basse, eh bien, le gradient sera également bas parce que il y aura des fluorates qui seront importants et on ne pourra pas différencier les deux. Donc, si nous avons une mauvaise utilisation de l'oxygène par les mitochondries, eh bien, il n'y aura pas de production de CO2 puisque le CO2 est surtout produit par la phosphorylation acidosique. Et les études récentes ont montré que dans les états de choc, s'il y a un différentiel AVCO2 élevé, eh bien, il y a plus de risques d'insuffisance d'organes dans les quelques premières heures. Nous avons vu une publication en Inde qui montre que des patients, après 2 jours, qui ont un SCVO2 élevé et un différentiel faible, eh bien, ces patients sont en situation de défaillance d'organes. Donc, c'est pourquoi nous proposons de regarder la SCVO2. Si la SCVO2 est élevée, eh bien, il est bon de penser que la personne en question, si elle est toujours en état de choc, est dans un état de choc de type distributif. Si c'est faible, eh bien, il s'agit d'une maladie cytopathique, c'est-à-dire d'une personne qui n'utilise pas l'oxygène, qui ne consomme pas l'oxygène. Si, en revanche, la SCVO2 est faible, à ce moment-là, on fait la même chose. On essaye d'améliorer l'oxygénation, on essaye de voir le débit cardiaque. Si le débit cardiaque est élevé, à ce moment-là, on a une anémie. Mais s'il est faible, à ce moment-là, on peut regarder le différentiel CO2 et on peut voir ce qui se passe. Est-ce que ce différentiel CO2 est élevé? Alors, encore une fois, c'est la même chose. C'est la même chose que lorsqu'on a un débit cardiaque faible, c'est-à-dire que le débit ne correspond pas aux besoins métaboliques. Et ce différentiel nous explique justement que le débit sanguin n'est pas adéquat, n'est pas approprié. Dans ce cas-là, il s'agit de situations de choc de type stagnant. Il peut s'agir d'hémorragie ou d'autres types de chocs, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas donc de réactivité, eh bien, à ce moment-là, il faut administrer de la dobutamine s'il y a réactivité des liquides. Alors maintenant, est-ce que tout cela fonctionne? Hernandez a procédé à une étude très intéressante en Amérique du Sud sur 20 patients en hypotension, en état de choc septique, avec des niveaux de lactate élevés. Il a regardé donc tous ces patients, 5 mg de dobutamine pendant 2h30. Ensuite, 2h30, rien. Et ça, c'est ce qu'il a fait pour la moitié des patients. Et pour l'autre moitié des patients, il a inversé le processus. Et il a pris toutes les mesures possibles. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Lorsque vous donnez de la dobutamine, comme vous voyez, la fréquence cardiaque augmente, l'index cardiaque augmente et la fraction d'éjection du ventricule gauche augmente. Ensuite, on voit que la pression artérielle, la moyenne, est restée constante. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a juste augmenté la contractilité cardiaque et le débit cardiaque. Ensuite, qu'en est-il arrivé des autres paramètres? Il s'agissait donc d'un choc distributif. Vous voyez le gradient qui est assez faible parce que le débit était élevé et est resté constant. L'apport en oxygène est passé de 566 jusqu'à une valeur très élevée de 717. Mais la consommation d'oxygène, elle n'a pas changé parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ischémie à reperfuser. Et lorsque vous mesurez en fait la fonction régionale, une façon de regarder les choses, c'est de voir quelle est la quantité de disparition de l'ICG. Le seul organe qui absorbe l'ICG, justement, c'est le foie. Et cela vous permet de mesurer le débit sanguin au niveau du foie. Et là, lorsqu'il y avait justement cette augmentation du débit cardiaque, il y avait cette différence au niveau du débit sanguin hépatique.
Si vous faites un test d'occlusion vasculaire, vous regardez ensuite la réoxygénation, eh bien, nous avons pu montrer que chez les patients en état de choc, il y a également réoxygénation. Hernandez a examiné tout cela dans le cadre de ce test d'occlusion et en fait, il a pu montrer qu'il y avait une amélioration, une réoxygénation qui s'est accrue. Mais lorsque cette réoxygénation s'accroît, il y a une baisse du débit sanguin, par exemple, au niveau du foie. Et enfin, ils ont regardé la microcirculation. C'est une étude que nous avons été nombreux à faire, et d'ailleurs le docteur de Baker, qui va prendre la parole après, en parlera. Et là, on s'est aperçu dans toutes ces études qu'il n'y a pas vraiment de différence. Donc, même si le débit cardiaque augmente, même si l'apport d'oxygène augmente, eh bien, il n'y a pas de changement au niveau du lactate, il n'y a pas de changement au niveau de la fonction mitochondriale et aucun changement au niveau de la microcirculation. Aucune différence ne pouvait être constatée. Donc, quelles sont nos recommandations finalement? Alors, il faut mesurer toutes les variables de performance de perfusion, mesurer également le caractère approprié du débit sanguin avec la SCVO2, la SCVO2, le gradient et les lactates. Ensuite, il faut mesurer aussi tous les paramètres, les écarts, les variations de pression pulsée, le volume d'éjection. Et en fait, ce sont les tendances qui sont probablement plus importantes. Et je pense que le docteur de Baker va vous parler de la clairance du lactate. Pour la prise en charge, les liquides, les vasopresseurs, pour avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65. Voilà quels sont nos